merci beaucoup. On va commencer cette conférence qui est en physique, donc chez Regus à Nice et en ligne. Donc, comme vous pouvez le voir dans mon dos, le but c'était donc de parler de comment faire de l'IA une alliée dans l'entreprise. Et moi, mon sujet de communication plutôt grand public, donc je vais essayer d'utiliser des mots assez grand public justement, c'est qu'on est passé de l'IA pour tous à l'IA par tous. Donc on pense qu'on était dans l'IA, qu'on n'était pas vraiment dans l'IA avant l'arrivée de ChatGPT. Or, on sait que on avait de l'IA partout. Donc, on a aujourd'hui des personnes qui le savent mieux que moi dans l'assistance, et donc le fait est que la plupart des personnes considèrent que ça y est, on est entré dans l'IA. Non, on est entré dans une phase où vous qui nous regardez en ligne ou vous pouvez développer votre IA. Donc c'est vraiment cette espèce de gros changement, comme si on avait tous accès au moteur. Donc je vais me présenter, la présentation durera 20-25 minutes, à la suite de quoi je pourrai répondre à vos questions. Moi je suis entrepreneur depuis 2006, donc j'ai fondé un groupe d'éducation et j'avais créé l'un des tout premiers e-learning pour les classes préparatoires. Donc là encore, à l'époque c'était assez nouveau, aujourd'hui ça paraît rien du tout, blended learning, etc. Ça a l'air tout à fait banal, mais à l'époque ça ne l'était pas, puisqu'on était les premiers. Et on remboursait en cas d'échec au concours des 10 meilleures écoles de France. Donc pendant 10 ans, on avait plus de 95-96% de réussite chaque année avec à peu près 1 millier d'élèves. Ensuite, donc, j'ai également publié 11 livres chez Duno et chez Ellipse, le dernier consacré à la reconversion professionnelle, avec mes co-auteurs donc, Mathieu, Julie et Marie. Et je travaille également chez LinkedIn Learning comme online instructeur. Le sujet de l'IA m'a passionné, je vais vous dire comment j'y suis venu. Et finalement, j'aurais jamais cru utiliser autant de termes geeks. Moi, j'étais pas du tout à la base quelqu'un qui avait des compétences ou même une appétence technologique. Je suis plutôt impatient. Mais là, en fait, j'ai considéré qu'à partir du moment où j'avais pu commencer à faire mon chemin là-dedans, que j'avais pu obtenir des résultats, il y avait quelque chose à faire pour le généraliser. Donc, aujourd'hui, quel est notre travail? Donc, je dirige Jobtimind, qui va faire 3 choses, donc de l'information comme aujourd'hui, de la formation où par exemple on fait des workshops où au bout de la journée ou même de la demi-journée, les participants dans les entreprises sont capables de créer leur IA. Donc on garantit à la fin de la matinée, tu sauras créer ton IA pour la perfectionner, etc. C'est encore une autre étape, mais vraiment d'amener les gens à ne pas avoir peur de l'IA et à en comprendre les mécaniques de façon plus simple, et de la transformation avec une logique d'IA bac à sable. C'est-à-dire qu'on installe une IA sur le thème de la conférence par exemple, ou bien sur un thème voisin, pour que les gens sur un sujet se disent tiens, ok, voilà comment ça fonctionne, c'est conversationnel. En fait, c'est pas ce que les médias nous en disent. Donc le but c'est de passer de toute façon je suis nul en IA, j'y comprends rien, ça va nous remplacer à j'ai créé mon IA, je dois nettoyer mes données pour les exploiter, ou c'est facile et finalement je constate en tant qu'utilisateur que c'est vrai que c'est facile d'entrer dans ce monde de l'IA, beaucoup plus facile que ça l'aurait été si on repartait de zéro, d'entrer dans le monde d'Internet ou dans le monde des réseaux sociaux. Utiliser une intelligence artificielle, c'est incroyablement plus simple à comprendre et à utiliser que ce qui est Instagram par exemple, ou Facebook, ou TikTok, ou quoi. Créer un compte, regarder les likes, les paramètres, etc. C'est infiniment plus compliqué que d'aller chatter avec une IA. Donc ça aussi, il y a un delta qui est énorme entre ce que les gens pensent par rapport à l'intelligence artificielle et ce qu'ils font dès qu'on les prend par la main et qu'on les accompagne. Donc Jobtimind, notre travail, c'est de faire monter la maturité des utilisateurs lambda. Donc là, aujourd'hui, on a des experts avec nous, mais le fait est que c'est vrai que dans beaucoup de grosses entreprises, ce qu'on constate, nous, c'est les DSI, les CTO, les spécialistes de l'IA travaillent sur l'arrivée de l'IA dans l'entreprise, mais très souvent, les managers, même les dirigeants sont exclus de cette réflexion. Or, notre pensée chez Jobtimind, c'est qu'en fait, la tech devient vraiment intéressante quand les non-tech travaillent avec les gens de la tech. C'est-à-dire qu'au fond, le profil classique étant Steve Jobs, c'est hyper intéressant quand la tech devient suffisamment user-friendly pour apporter un autre regard. Et c'est là où on commence à avoir des applications et même des inventions, des approches qui deviennent franchement sympas. Donc dans les
plutôt les grosses PME ou surtout les grands groupes, le fait de dire il y a des gens qui s'occupent d'IA et les autres ils attendent, je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on commet en Europe. Il faut vraiment tout de suite faire cette information, formation et transformation à certes de petits niveaux, mais pour que la maturité de toutes les organisations soit augmentée le plus vite possible. J'ai un exemple d'une entreprise qui avait dit non mais l'IA de toute façon on va attendre, c'est un peu tôt, une grande entreprise française cotée, et il y a eu une conférence avec un des DG et en gros pendant toutes les questions à la suite de son intervention, c'était une sorte de conférence annuelle, c'était il paraît les 3/4 des questions portées sur l'IA. En fait on laisse les gens se dire on fait quoi avec ça? Et l'une des erreurs à mon avis dont je vais essayer de les combattre aujourd'hui, c'est quand on dit on va faire l'IA mais plus tard ou n'allez pas sur l'IA. On voit aujourd'hui qu'il y a 68% des Français qui utilisent ChatGPT sans le dire à leur manager. Donc bon courage pour filtrer, savoir ce qui se passe, etc. C'était un chiffre qui date de 2 mois, il paraît que ça a encore augmenté d'à peu près 15 points. Donc quand les entreprises laissent le flou, laissent le vide, alors que c'est hyper simple, nous on voit, on va le voir aujourd'hui, mais là, faire une formation dans une entreprise, ça dure 1h30 à peu près. Faire une journée d'information avec du monde, c'est assez rapide. Faire de la formation, c'est entre 4h et 6h, c'est bon. Ils savent ce qu'il faut pour être mature. Et puis après, leur mettre une IA bac à sable, c'est ni cher, ni compliqué. Donc c'est vraiment un peu mon cheval de bataille aujourd'hui, de dire il faut que dans toutes les organisations, dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les petites écoles, on n'attende pas que des gens se saisissent du sujet, mais qu'on fasse que tout le monde mette les mains dedans pour apporter d'autres regards, d'autres approches et une bien plus grande maturité. Sinon, il va nous arriver, comme beaucoup de nouvelles approches technologiques, finalement, on arrive en amont, on arrive en aval, de l'innovation, et à l'arrivée, le potentiel, on le laisse aux Américains et aux Chinois. Donc, la base que j'aimerais exprimer aujourd'hui pour des personnes qui commencent dans l'IA est assez simple à comprendre. La première chose, c'est que pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien, j'aimerais parler des données. En gros, une IA, elle est entraînée sur des données. Alors, je vais pas faire toutes les différentes IA supervisées, LLM, et même parler de la peur de ce qu'on appelle les AGIs. Ça, pour ceux qui auront des questions, on pourra me les poser plus tard. En revanche, sur les données, quand on vous parle des dangers de l'IA, du fait que les IA ne fonctionnent pas, la plupart du temps, c'est parce que dans les organisations, il y a des données qui sont contradictoires ou des nuances qui sont trop complexes pour que les IA les comprennent. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est imaginez que quelqu'un veuille savoir ce que j'aime comme dessert, et donc il y a un document qui dit Mustapha adore la mousse au chocolat. Puis il y a un autre document qui dit tiens, Mia et Mustapha sont allés au restaurant et quand il a vu qu'il y avait du tiramisu, il a dit oh là là, je suis jamais autant heureux de voir peinter un tiramisu à la carte. Et ensuite, il est dans un autre document, un échange de mails par exemple ou des infos. Ah là là, c'était compliqué parce qu'on avait Mustapha à table et en fait il a choisi le plateau de fromage, donc ça nous a fait attendre alors qu'on voulait tous des desserts. C'est pénible ce Mustapha. Et donc typiquement, quand on va demander à une IA par exemple, si on prend une GPT ou un truc où on va mettre de la donnée, l'IA va répondre je vous invite à faire le test, mais quand vous allez poser la question c'est quoi le dessert préféré de Mustapha, une fois elle va répondre le tiramisu, la mousse au chocolat, le plateau de fromage, mais assez souvent elle va essayer de recomposer quelque chose qui a l'air bien. Donc elle va dire son dessert préféré c'est un tiramisu avec base mousse au chocolat et surtout au lieu de la mascarpone on va mettre un fromage bien fort parce qu'il a bien le fromage. Évidemment, toi t'arrives, tu te dis non, je déteste ce truc, c'est quoi ce dessert, c'est dégueulasse. Mais c'est plausible. Donc assez souvent, nous ce qu'on a expérimenté dans les infos qu'on a vues, il y a cette espèce dans les LLM, donc les IA surpuissantes comme ChatGPT, Bard, celles dont on parle tout le temps, donc les Large Language Models, les IA génératives. Certes, elles peuvent faire des trucs formidables, elles ont été entraînées sur plein de données, mais ensuite, quand vous voulez les appliquer à votre cas, là où elles vont avoir des difficultés, c'est parce que les données sont soit trop subtiles, trop proches, soit carrément en conflit. Donc j'invite toutes les personnes qui se posent des questions dans leur entreprise, imaginez dans toutes vos données, si par exemple vous installez une IA partout, elle va récupérer des notes qui étaient de 2018, qui sont aujourd'hui obsolètes par rapport à 2023, des choses qui ne sont pas les mêmes.
enfin, je laisse imaginer toutes les personnes la quantité de données qu'on a stockées et qui, en fait, mises dans le ventre d'une IA générative, vont la faire vriller, quoi. Vont faire qu'elle va un jour répondre à une chose, qu'elle va avoir beaucoup de mal à être efficace par rapport à ce qu'on en attend. Donc, le côté magique se heurte à la question des données. Là, l'une des premières choses à faire, si on a envie de commencer dans son IA qu'on va fabriquer soi-même, c'est d'abord de travailler sur ces données. L'autre chose assez drôle, c'est que quand on demande à ChatGPT quels sont les moyens d'éviter les erreurs que tu commets habituellement, elle répond que des humains contrôlent les données, que des humains fassent du test and learn. En gros, c'est marrant qu'une IA dont on dit qu'elle va remplacer le travail de tout le monde pour répondre à toutes les difficultés cite systématiquement des jobs qui vont avoir besoin d'un contrôle et d'un monitoring humain. Donc ça, c'est la première chose. Ceux qui ont peur pour leur travail, j'ai lu quelque chose d'assez intéressant hier où on disait, en fait, l'IA ne va pas s'attaquer aux travailleurs, mais elle va s'attaquer au travail. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des jobs qui vont être rendus obsolètes, mais pas les gens qui y travaillent, qui eux vont switcher. Donc la reconversion des personnes va connaître, c'est sûr, dans les 5 prochaines années, des choses assez spectaculaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins complexe qu'il n'y paraît. Ok? Donc ensuite, les forces d'une IA générative, finalement, c'est de pouvoir la cadrer et comment dire, à mon sens, l'humain commet tellement de bêtises, on fait tellement de choses mal, je suis dans un couple, le problème de communication, alors, au niveau de l'entreprise, il y a tellement de pertes, j'y avais pas pensé, qu'une IA peut être une sorte de super assistante pour qu'on fasse bien ce qu'on sait qu'on devrait faire mais qu'on fait pas. Je sais pas si vous trouvez que vous faites les choses parfaitement, mais moi, je pourrais critiquer à peu près tout ce que je fais, de regarder les écrans avant de dormir, à ma façon d'envoyer des mails, à peu près tous les sujets. C'est valable au niveau commercial, au niveau ressources humaines, au niveau management. On voit bien qu'on paye énormément de coachs dans plein de domaines parce que tout simplement, on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Là, les IA, pour aller vite, ont un rôle à jouer. Bien, je me souviens de quelqu'un qui avait dit, c'était une grande entreprise industrielle, et il nous avait dit, bon, nous de toute manière, ce qu'on fait, c'est qu'on met du gravier dans des sacs. Donc en fait, l'IA, on veut que vous fassiez une formation, mais bon, enfin voilà, c'est pas stratégique pour nous. Et en fait, moi j'ai répondu, mais quand à part si le gravier se lève tout seul et va tout seul dans le sac, il y a des humains qui font le sac, des humains qui pilotent la machine ou qui mettent le gravier. Et excusez-moi d'être un peu trivial, mais partout il y a des humains, il y a des emmerdes. Donc le fait est que le vrai sujet, c'est de voir où est-ce qu'on peut améliorer le potentiel humain. On peut arrêter de le gâcher, l'améliorer, le cadrer et faire en sorte que on fasse monter à peu près toutes ces capacités, toutes ces, qu'on arrête de gâcher du potentiel humain. Par rapport au fantasme, il est vrai que l'IA, et là encore je parle sur le contrôle, l'IA pâtit quand même de la science-fiction. Il y a ce côté, on a des films en tête, et on a tendance à rapprocher, de toute façon ça va nous remplacer pour tout, de toute manière, en fait, j'entends beaucoup de discours qui sont extrêmement catastrophistes. Il est possible qu'il y ait du vrai là-dedans, mais parfois, les personnes qui tiennent un discours catastrophiste, comme les personnes qui tiennent un discours anormalement optimiste, tout simplement, on constate qu'elles ne sont pas allées regarder ou qu'elles n'en font pas, en fait. Elles le commentent, mais elles n'en font pas. Et de toute manière, les limites, on a parlé tout à l'heure des limites de sécurité des données, on a des outils ultra puissants, mais la façon de les utiliser de façon, les moyens de les utiliser de façon optimisée, fiable, stable, sont quand même un casse-tête pour nous tous. Pourquoi c'est un casse-tête ? Parce que les IA sont très souvent, donc ces grandes IA, ces IA LLM, IA génératives, elles sont fabriquées pour être, non contrariantes. Elles doivent toujours te répondre un truc qui a l'air bien. Quand on va sur ChatGPT, il ne dit pas non, je ne sais pas, il ne pose pas de questions de contexte, ça doit toujours avoir l'air bien. C'est comme ça qu'il y a eu des catastrophes comme l'avocat new-yorkais qui s'est fait virer du barreau parce que ChatGPT lui a écrit une jurisprudence qui avait tellement l'air bonne qu'il l'a réutilisée, finalement elle a été inventée, c'était fichu. Donc très souvent, la limite c'est que si tu donnes plein de données à une IA, on va dire que tu es un financier, tu donnes plein de données à l'IA, tu plugues tout,
et tu lui dis fais-moi une analyse de troisième trimestre, telle tendance dans le marché des matières premières et spécialement du café, en fait, elle va pas te dire non, je suis désolé, il y a trop de données, les données sont en contradiction, c'est naze, je peux pas. Elle va te sortir une étude qui a l'air magnifique, avec des stats, des progressions, et derrière, tu vas jamais aller vérifier cette étude, déjà parce que tu n'en as pas les capacités cognitives. Donc au fond, on a une sorte de problème de croyance par rapport au travail des IA, c'est-à-dire que parfois, elles peuvent, ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire inventer un contenu, extrapoler, dériver un peu de la stricte vérité qu'on attendrait d'un humain, te sortir un truc qui a l'air magnifique, avec des chiffres, avec des infos, fausse, mais qui a tellement l'air vrai, qui est plausible. Donc c'est vrai que qui est plausible, ça veut dire, elle va te dire, ouais, ton marché il est en croissance, tu peux attendre 37% pour le prochain trimestre. En fait, ça va pas être 37, ça va être 27. Mais elle considère, bon, 37, 27, ça va. Je lui ai donné une info, c'est plausible, j'ai fait une réponse qui a l'air bonne. 37, 27, si c'est avec l'argent de nous, c'est moins rigolo, d'un seul coup. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'arrivée de Microsoft Copilot partout. Tout le monde dit, ah, on a mis notre IA sur toutes vos données. Moi, je vous garantis aujourd'hui qu'il va y avoir des entreprises qui vont sortir des notes de conjoncture, des analyses poussées, et qui, en fait, pour les contrôler, ne les contrôleront jamais parce qu'elles ne peuvent pas. Et donc, du 37 au lieu de 27, rendez-vous dans un an. Ok? Donc, je vais faire du debunking, comme on dit dans le Gers, à savoir démythifier ou démystifier. La première chose, c'est l'IA, c'est dangereux. Et là, j'aimerais juste aborder un point rapidement. Je pense que notre rapport à l'IA qui est dangereuse, aux IA, je ne sais plus quelle IA déjà, mais à l'IA telle qu'on la connaît qui est dangereuse, et dit surtout de nous qu'on est devenus très conservateurs dans les sociétés européennes. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'Internet, c'est magnifique. Quand on entend parler des gens de l'IA, ils pardonnent tout à Internet, on a l'impression, et rien à l'IA. Les gens te disent, oui, mais ça peut nous tuer. On voit qu'il y a des drones qui tuent des gens aujourd'hui partout dans le monde, ça, c'est bon, on l'accepte. Oui, ça peut remplacer les jobs. La quantité de startups qui arrivent en disant, je vais te vendre ce logiciel, et avec l'arrière-plan qui est qu'en fait, tu vas éliminer des tâches et tu vas, pour certains commerciaux qui le disent clairement, tu vas enlever des gens. Mais combien? Ça fait 20 ans en tant que ça. Donc le fait est qu'on a complètement oublié de mettre en balance Internet et l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on peut considérer que, certes, l'intelligence artificielle doit être contrôlée, qu'on doit faire attention à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix entre du caviar et du polonium enrichi. On a le choix entre deux solutions qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises selon les usages. Donc souvent, le mythe de l'IA dangereuse par rapport à ce qu'on a aujourd'hui est infiniment dangereux, on n'en meurt pas. Quand on a le dark web, bon, c'est qu'il y a des gens qui s'échangent des armes sur le dark web, quand on a des cyberattaques où on peut avoir toutes ces données personnelles qui sont diffusées, qu'on a une usurpation d'identité, etc. Certes, l'IA peut faire un certain nombre de choses catastrophiques, mais comme Internet. Donc en gros, souvent quand vous entendez des choses qui vous font peur, il faut les mettre en balance avec ce qui existe. Et c'est souvent notre côté conservateur, c'est le passé était super, le futur va être catastrophique et le présent dégueulasse. Donc c'est vraiment un peu l'ambiance et la tendance qu'on entend. Mais si vous avez un peu de sens critique et que vous comparez, bon, en général ça calme sur le côté la dangerosité de l'IA par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui offre des clés de nuisance qui sont considérables. Donc c'est pas comme si on passait du paradis à l'enfer. Et je pense, d'ailleurs, par rapport à l'IA, je suis pas en train de dire que l'IA va être le paradis, loin de là. Je pense juste que, comme tous les autres outils qu'on a, il va falloir faire attention. Le deuxième mythe, c'est l'IA, c'est ChatGPT. La plupart des gens entrent dans l'IA à travers ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est que la courbe d'adoption de ChatGPT, j'avais vu les stats, où en fait les gens y vont, ils jouent avec et ils arrêtent. Pour plein de raisons, le fait est que ChatGPT, je dirais, en tout cas dans le monde de l'entreprise, enfin moi je déconseille fortement aux entreprises de laisser les gens aller sur ChatGPT et de considérer que c'est pas grave pour la raison suivante. Quand on dit à quelqu'un utilise ça mais fais attention, en pratique,
il l'utilise et il ne fait pas attention très vite. Donc les gens disent tu peux utiliser ChatGPT mais il faut anonymiser les données, tu peux utiliser ChatGPT mais attention. Et en pratique, les gens se disent bon, soit je l'utilise pour aller plus vite, mais si en gros je dois faire je ne sais combien de prompts, faire attention à ceci, contrôler cela pour utiliser ce truc, j'arrête. Donc il y a ceux qui vont l'utiliser sans discernement ou avec très peu de discernement et ceux qui de toute manière vont juste pas l'utiliser du tout. Donc l'IA c'est beaucoup mieux que ça. Et le fait est que installer et instaurer des systèmes où on a des IA dans des périmètres, moi c'est vraiment mon cheval de bataille. Nous on parle chez Jobtimind de périmètre de bénéfice maximum. C'est-à-dire en gros on se dit voilà, on va pas installer l'IA, c'est pas bon, on va installer une IA dans un contexte de l'entreprise ou de l'organisation. Donc on parlera d'un certain nombre de cas. C'est vrai que il y a tout intérêt à se dire sur le fait de booster ses commerciaux, sur le fait d'avoir une foire aux questions. Je sais pas qui ici a lu une foire aux questions sur 2023. Moi, j'ai pas lu une seule foire aux questions. Quand je vois une foire aux questions, c'est la dernière chose que je dis dans ma vie. Même celle que j'ai moi-même créée, je ne la lis pas. Donc le fait est que par exemple les foires aux questions, on voit bien que ça a peu de valeur ajoutée, qu'on peut mettre de l'IA là-dedans. Quand vous allez à l'hôtel et qu'on dit oui, l'hôtel c'est hospitality, il faut parler aux gens, mais qu'en fait le type à l'accueil, que vous avez déjà beaucoup de mal à garder et à recruter toute la journée, c'est le Wi-Fi, c'est pour l'internet c'est comme ça, le chauffage il est dans le coin en haut à droite, le machin, la quantité de questions répétitives, abrutissantes, robotisantes, où là en fait l'IA est ultra intéressante avec vos données à vous, mais en même temps inoffensive parce qu'il n'y a rien de sensible à dire le Wi-Fi c'est ça et pour le chauffage tu le gères comme ça. Finalement il n'y a pas de sujet. Or, on voit que c'est des contextes d'application qui ont une forte valeur pour les humains. En fait, tous les jobs perroquets, tous les jobs où c'est de l'humain mais pas à hyper haute valeur ajoutée, ça on peut le faire à 80-90% avec une IA paramétrée localement avec vos données. Donc c'est quand même pas mal. Mais avec ChatGPT, moi je trouve que c'est un peu comme apprendre à conduire dans un pays où il n'y a pas de code de la route. Ou pire, moi j'ai joué au tennis, apprendre à jouer au tennis avec les mauvaises méthodes. En fait, tout le reste de ta vie de tennisman, limite il aurait mieux valu ne jamais apprendre à jouer au tennis que d'apprendre de façon si mauvaise pendant plusieurs années. Nicolas, si tu me regardes, c'est mon coach, tu sais de quoi je parle. Mais c'est vrai que par rapport à des sujets comme ChatGPT, moi je suis de ceux qui disent aux entreprises, vous faites prendre d'extraordinairement mauvaises habitudes à vos employés. Et vous allez beaucoup lutter les années qui viennent en laissant ce vide, en les laissant aller sur ChatGPT. Quand vous allez vous-même comprendre les enjeux de l'IA, vous allez galérer à mort pour revenir sur les mauvaises habitudes, aussi sur le rejet, parce que les gens vont dire ah non ça marchait pas. Enfin, la subtilité ne fonctionne pas dans des mondes où on est aussi sollicité, où on est quand même assez fatigué, où il y a du burn-out, etc. Donc il vaut vraiment mieux faire des IA dans des périmètres, en disant voilà, dans ce cadre-là précis, l'IA c'est que du bonheur. Et si il y a des enjeux de sécurité mineurs, je m'en fous. Alors, si ma foire aux questions est hackée, c'est pas très grave, puisqu'elle renvoie vers, à un moment, dans mon cas, elle renvoie vers une prise de rendez-vous humain. Donc à la rigueur, bon, c'est pas très méchant. En revanche, si je mets les données de mes clients avec des commentaires, etc., et que ça c'est hacké, on est sur autre chose. Donc là aussi, il y a parfois, au lieu d'être jusqu'au boutiste ou maximaliste en disant on va mettre l'IA partout, il faut voir où est-ce qu'on peut mettre l'IA avec la valeur ajoutée. Par exemple, j'ai donné des cours dans ton école, j'ai ensuite laissé une IA qui est une IA coach carrière. Beaucoup des étudiants l'ont utilisée pour faire leurs devoirs. Donc après, moi j'ai contacté l'école en disant on va juste l'interdire. On peut faire en sorte qu'une IA ne fasse plus ça. Mais moi j'ai voulu faire un truc plus fun, au lieu de l'interdire, j'ai demandé à l'IA de les faire bosser. Ils pensaient qu'ils trichaient, mais en fait l'IA leur demandait des trucs qui les faisaient travailler. C'est-à-dire, au lieu de te donner la réponse par rapport à ta question, je demandais à l'IA de te demander plus de précision, mais en fait, en me donnant plus de précision, les étudiants révisaient. Donc j'ai un peu hacké les hackers. C'est-à-dire, eux voulaient tiens, moi je veux une IA et c'est bon, elle va me donner la réponse à mon exercice. Ok, très bien. On continue comme si de rien n'était. Et puis en fait, l'IA te demande des précisions et j'ai demandé à l'IA de poser plein de questions qui en fait est devenue, au lieu d'être une sorte d'outil de triche, devenait une répétitrice. Donc
que de pousser les gamins à réviser. Donc on peut faire des choses comme ça. C'est pas tout noir, tout blanc. Donc typiquement, j'ai fait un petit exercice avec ChatGPT. Je lui ai dit quels sont les dangers potentiels de ton utilisation dans les entreprises et donne-moi des solutions. Donc par exemple, il y en avait une quinzaine des dangers, donc j'ai pas tout mis. Violation de la confidentialité des données, quand même, donc ChatGPT le dit, et la solution, mise en place de protocoles de confidentialité stricts, comme la limitation de l'accès à certaines données et l'utilisation de versions de ChatGPT fonctionnant en local sans envoyer des données. Donc on voit bien que la solution, c'est quand même l'intervention humaine, la mise en place de protocoles, le contrôle et beaucoup de formation. Donc les gens qui disent non, je les laisse, mais je leur dis faites attention, tu parles. L'autre truc, c'est les biais d'inexactitude. ChatGPT peut présenter des biais ou des inexactitudes dans ses réponses, ce qui peut affecter la prise de décision d'entreprise. Amen. Et là, la solution, former les employés à reconnaître et à remettre en question les biais, utiliser ChatGPT en complément d'autres outils et ressources humaines pour les décisions critiques. Vous constatez quand même que même ChatGPT vous explique que pour qu'elle fonctionne, il faut beaucoup de formation, former tout le monde et contrôler. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'on sera tous remplacés par des machines, on a une petite marge de dormir tranquille. Noël se passera bien. L'autre mythe, c'est que ça, c'est pas adapté à mon entreprise. Bah si, c'est adapté à toutes les entreprises. Nous, on a des gens aussi divers que Sébastien, qui est un coach, qui a ouvert un studio de coaching sportif, des organismes de formation, des cabinets de conseil internationaux. Donc en fait, c'est vraiment valable partout où il y a du travail répétitif, du travail pénible parce que en fait, sans grande valeur ajoutée, mais qu'on peut pas copier-coller, de l'amélioration des collaborations humaines. En fait, l'IA va jouer un rôle d'assistante, de coach, mais sur des sujets où elle gère, quoi. Et nous, on va lui dire, par exemple, dans le coaching sportif, les gens qui disent on va laisser les clients des coachs sportifs utiliser une IA sans contrôle, c'est du suicide. Parce qu'elle va donner des conseils qui sont des conseils nutritifs et potentiellement médicaux. Donc, tu as intérêt quand même à dire non, là, tu vas jamais là-dessus. Et s'il y a des conseils nutritionnels, tu dois vérifier que la source est bonne. Or, sur ChatGPT ou sur des outils comme ça ouverts, tu sais pas vraiment quelle est ta source. D'ailleurs, là, en ce moment, il y a une nouvelle version de ChatGPT du 4 qui va chercher dans Internet. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment nul. C'est-à-dire qu'elle te donne des réponses qui sont franchement le site Internet de Bozo le clown, quoi. C'est d'ailleurs l'un des problèmes que les gens qui nous regardent doivent avoir conscience dont ils doivent avoir conscience, c'est que la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire l'information de Bill Gates ou de Bozo le clown, si c'est présenté correctement, l'IA n'est pas capable de le faire aussi finement qu'un humain, de dire non mais attends, Bozo le clown on s'en fout, et Bill Gates quand même on va écouter. Elle va potentiellement mixer. Et on le voit en fait le test avec un certain nombre d'outils. Donc typiquement, on est dans cette situation-là où on se dit ok, je peux faire une IA dans mon entreprise, mais je ne vais pas dire, l'IA dans mon entreprise, elle va être basée sur mes données à moi, mes consignes à moi, mon approche à moi, le contrôle par des professionnels comme nous par exemple. Donc typiquement, c'est quand même pas la même ratatouille, quoi. Et ça permet aussi à toute l'organisation de monter en compétence et de savoir ce que l'IA peut faire ou ne peut pas faire. Alors, l'autre mythe, c'est que une IA, ça fait tout. Alors là, je vais aller assez vite. On reconnaît les gens qui ne comprennent rien à l'IA. À ce petit côté, alors vous devez en voir plein, dans un groupe. Donc il y a ceux qui sont honnêtes, qui disent ah non, moi je suis nouveau, je suis perdu là-dedans. Et il y a ceux qui disent mais ça, l'IA peut le faire. Non, mais ça va être fait par l'IA. Ça, c'est l'IA. En fait, moi, je prolonge la blague. Le massage des pieds, c'est l'IA. Le bœuf stroganoff, ça va être l'IA qui va me le faire. L'IA va me faire voler, bien sûr. Donc en fait, il y a un côté où les gens, en gros, sont dans une espèce de fantasme. Moi, je les reconnais à ça. L'IA peut le faire. Oui, mais si l'IA peut le faire à 5 millions de dollars par mois, l'IA ne peut pas le faire. Tu les as pas. Ou si tu les as, donne-les-moi d'abord, on discute après. Mais en l'occurrence, il y a un côté où l'IA peut le faire. Non, si l'IA peut le faire avec des difficultés considérables, si tu es la NASA, ça va. Si tu es la Mustapha Ben Khalfat, c'est non. Donc il y a plein de sujets où en fait, l'IA peut pas le faire et l'IA peut faire des choses, mais avec des limites, des risques. Donc les personnes qui laissent croire qu'on peut tout faire, il y a beaucoup de cow-boys dans l'IA qui, pour certains, n'y comprennent rien, ne font même pas l'effort de comprendre quels sont les risques. Ça s'explique parce qu'il y a tellement d'informations en ce moment qui sortent que c'est
épuisant. Je pense que ma tête fatiguée en témoigne. Mais non, l'IA ne peut pas tout faire. Et heureusement, et en même temps, on est quand même là pour contrôler et il faut avoir cette logique du contrôle par rapport à l'IA. Je continue. Donc l'autre mythe, c'est je vais attendre. Oula, moi de toute façon, je vais attendre de voir. En fait, plus tu attends, les développements d'intelligence artificielle sont tels que plus tu attends, plus tu vas être en retard par rapport aux potentialités qui existent. Et elles ne cessent d'augmenter. Donc, moi, je me bats contre un peu le syndrome de l'invention de l'automobile. C'est encore une autre métaphore que j'aime bien. Quand on a inventé l'automobile, qui a inventé l'automobile? C'était vraiment des grands constructeurs américains, européens. Et donc, quand tu inventes l'automobile et que ça naît chez toi, tu inventes le code de la route. Parce que très vite, tu vois qu'il y a un problème avec les bagnoles, les gens qui font des accidents, etc. Et donc, au fond, plus tu arrives précocement dans la technologie, plus tu peux faire que le code de la route soit à toi, pour toi, avec ta logique à toi. Mais quand on a inventé la bagnole, un jour, on a mis des voitures qu'on a commencé à amener, les riches propriétaires boliviens ou jordaniens, ils amenaient la bagnole, tout le monde regardait, il y a une voiture, etc. Sauf qu'à un bout d'un moment, eux aussi faisaient des accidents, et puis ils ont dû se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces accidents? Ah, mais les Européens, les Américains, ils ont inventé le code de la route. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des aberrations de code de la route appliquées aux rues de Londres, en plein milieu d'endroits où il n'y avait pas de croisement, pas de feu rouge, où en fait, tu reprenais des règles comme si en fait tu recyclais des règles qui n'étaient absolument pas faites pour toi. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ce manque de maturité, cette distance entre les gens et le fait d'être informé et formé, fait que, comme pour les réseaux sociaux, c'est pas né chez nous et on va le subir de plein fouet. Finalement, on va être des Américains. C'est-à-dire qu'on on va appliquer les règles à nos sociétés comme si nos sociétés n'avaient aucune spécificité, comme si nos entreprises n'en avaient pas. Et au fond, on n'aura jamais des champions qui vont vraiment émerger chez nous, non seulement dans la technologie, mais dans la mise en œuvre de la technologie. Donc c'est assez dramatique. Et donc il faut absolument que tout le monde se mette au moins à de l'information et de la formation. Sinon, on sera toujours en retard d'un wagon. Et puis, on continuera à voir émerger de grands acteurs, mais jamais chez nous. Et qui, en fait, nous vendent des trucs auxquels on ne comprend pas grand-chose. Donc on va juste être des cartes bleues sur pattes qui payent parce qu'ils ne comprennent pas tout et parce que ça les dépasse, ça va trop vite pour eux. Donc il y a vraiment la nécessité de le faire. Moi, je prêche pour ça. En quelques heures, on peut faire monter la maturité d'un groupe de gens qui n'y connaissent rien à très très grande vitesse, avec des mots simples comme ceux que j'utilise, mais après avec des mises en application pratiques. Donc il y a des exemples, donc les exemples qu'on peut voir, donc c'est dans l'éducation, dans des métiers plus plaisir comme le café, dans le sport. Donc en fait là, c'est quelques exemples d'IA qui ont été appliqués, et en gros on voit bien que dans beaucoup de domaines, on a cette capacité à faire une sorte d'agent conversationnel qui va vraiment être hyper ciblé, qui va permettre de gagner plus d'argent, de gagner plus de temps, d'améliorer le confort d'utilisation. En fait, c'est vraiment orienter l'IA dans un contexte où elle va faire beaucoup de bien à tous. Et ça, on peut le faire, et il y a beaucoup de périmètres de bénéfices maximum dans les organisations qui gagneraient à en bénéficier. J'ai pris un autre exemple, qui est celui d'un truc que j'ai demandé à Midjourney. Midjourney étant donc une IA qui génère des images. Et je lui ai dit, donc imagine, parce qu'il faut vous dire imagine, on commence par /imagine dans Midjourney. Imagine think tank. Un think tank, c'est un groupe de travail et de réflexion. Regardez les images qu'il m'a sorties, des tanks et des gens qui pensent. Donc ça, c'est pour les gens qui disent que ça y est, l'IA, tout est fonctionnel, nickel, et ça va nous remplacer. On voit quand même que quand tu demandes un think tank, que tu t'attends à avoir une salle de conférence et que tu récupères une image de quelqu'un qui est en train de penser et de se tenir le menton juste à côté d'un tank, bon, a priori, ça va, pas de panique, il y a encore de la marge. Et pour finir, donc, je vous remercie et je vais répondre à vos questions avec plaisir. Et j'ai créé justement un agent conversationnel, donc une IA générative, sur le thème des conférences que je donne. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche, https://jobtimind.ai/conférence au pluriel. Alors, je vous demande de mettre conférence non pas avec des lettres majuscules, mais minuscules,
puisque ça fonctionne qu'avec des lettres minuscules. Donc là, tout est en majuscule. Mais pour que ça fonctionne, vous devez mettre conférence avec des lettres minuscules.